Alors, on est là. Prise 3. Scène 1, prise 3. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Donc, plus de présentation pour toi, Emmanuel. Les gens t'ont connu, t'ont vu. On a déjà fait un live aussi ensemble. Puis, aujourd'hui, en fait, on voulait parler du rôle et de la place qu'on se situe dans la famille, qu'on soit parents, enfants. On voulait démystifier ça ensemble, en discuter des besoins, mais aussi notre rôle. Où est-ce qu'on se situe et quel rôle on doit s'approprier dans les diverses étapes aussi de la vie, parce que, comme on mentionnait un peu plus tôt, quand on était juste tous les deux, on a divers rôles et comme tu expliquais si bien, là, c'est comme une boucle, un cercle qui tourne et ça évolue aussi avec le temps et selon les situations aussi. Oui, et puis quand tu parles de rôle, je dirais du rôle dans le rôle. Hmm? Ça veut dire qu'un père, une mère, c'est un rôle Ouais, qui est global. Mais dans chaque rôle, suivant l'âge, l'époque, la période, le développement de l'enfant, eh ben, il va apprendre plus spécifiquement un rôle en tant que père ou un rôle en tant que mère. Donc, en fait, c'est assez complexe. Si on parle de l'océan, on va mettre une bouée, le père, la mère. On pense que c'est facile, le père, la mère. Non, chaque chose, si on rentre en profondeur, on a des protocoles qui sont très spécifiques dans l'évolution qui vont nous permettre de prendre notre place à ce moment-là, s'enlever de la culpabilité aussi pour les parents, parce que les parents ont tendance à se mettre une culpabilité qui ne leur appartient pas. une Et cette présence. culpabilité va, au contraire, handicaper l'enfant dans son évolution. Oui. Ce que je te mentionnais, hein, c'est que souvent, en tant que parent, on peut avoir tendance à vraiment le mettre dans une petite boîte, là, en l'enrouler dans du papier bulle, et le mettre dans cette boîte-là et prendre vraiment toutes les décisions pour lui. Tout ça pas pour son bien-être. On ne le fait pas avec une mauvaise intention c'est juste que parfois, c'est trop contrôlé. Ouais. L'enfant n'est pas amené à prendre certains risques qui peuvent être calculés ou pas. Parce que, bon, entre 0 et 2 ans, on le sait, notre enfant a besoin de nous, il faut répondre à ses besoins. Mais vers l'âge de 3 ans, il développe cette fameuse conscience de soi, conscience en ses capacités, qui amène certaines réactions aussi chez l'adulte. Puis là, il a besoin de ce fameux pouvoir-là de décision, de prendre des décisions. Et là, notre rôle en tant que parent, c'est là, de le guider, de l'accompagner, de le soutenir, mais de lui laisser une marge de manœuvre pour qu'il puisse prendre des décisions et faire des erreurs, se tromper et réajuster le tir aussi avec notre soutien, bien évidemment, dans ces âges-là. Là. C'est ce qui est le plus difficile, en fait, parce que les parents sont… Bon, là, on généralise, hein, parce qu'il y a des Oui, familles où les enfants, ils sont libres en eux-mêmes, qui ont des enfances difficiles. Ça leur apporte certains avantages aussi, mais s'ils dépassent les limites, après, on va les retrouver un déséquilibre total dans l'évolution de l'adulte. Mais si on regarde dans cette généralisation, dans une famille où ça va se passer normalement, hein, je dis bien normalement, qu'est-ce qui est normal encore, c'est la question qu'on peut se poser. Je pense que le normal, c'est l'amour qu'on va donner à cet enfant qui est nécessaire. Hein, ça va lui apporter un équilibre. Donc, on généralise vraiment ce genre de choses. Maintenant, quand un couple a un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner la vie, il veut créer. Hein, on est là sur Terre pour pouvoir transmettre. On transmet la vie, on transmet nos connaissances. L'enfant, quand il est bébé et qu'il n'a pas de conscience, hein, c'est au niveau du cerveau, les cortex ne sont pas encore totalement créés, on n'a pas de liaisons neurologiques qui sont vraiment placées. Donc l'enfant, lui, il a besoin d'une chose, c'est d'être serein. Et notre rôle de parent, c'est de le protéger. Ce n'est pas d'expliquer à un bébé que 3 plus 3, ça fait 6. non, Lui, il ne comprend pas. Donc, c'est vraiment de le protéger, de lui donner l'amour et la sérénité. Et comme tu dis, un enfant, à partir de 3-4 ans, hein, on sait que la mémoire chez l'enfant, la mémoire cognitive, c'est-à-dire qu'on peut expliquer ce qui s'est passé, ce n'est pas avant l'âge de 3 ans. Donc, on ne peut pas avoir de souvenirs avant 3 ans. On a une mémoire, mais qui est émotionnelle et qui n'est pas verbalisable. Donc, c'est pour ça que vers l'âge de 3 ans, l'enfant commence à faire des liens. Alors, tu as raison, il faut le laisser prendre ses initiatives, mais il faut lui mettre des barrières. un Parce cadre. qu'un enfant, il a besoin de connaître ses limites. C'est comme un animal. Hein. Moi, je compare souvent, c'est dur, mais un Oui. chiot et un bébé, c'est la même chose. Il va rechercher des limites. Donc, quelles limites on va lui donner? Est-ce qu'on le restreint dans ses limites? C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va être borné dans des croyances limitées avec des valeurs qui vont être complètement fermées, il aura du mal à s'ouvrir au monde. Ou est-ce qu'on va lui laisser faire ses expériences, faire ses erreurs, tomber
pour apprendre à se relever. On est encore dans cette décision-là. Là, à partir de là, on est plutôt dans l'éducation. Comme un animal, on va l'éduquer. On va lui apprendre à ne pas faire pipi, à sentir le cul au voisin qui vient dire bonjour, quoi. Je suis un peu dur, mais faites les liens. On va se retrouver un petit peu dans les règles du jeu de la société dans laquelle on vit. On va le guider, on va le laisser avancer, et puis on va le laisser apprendre, on va l'accompagner. Dès qu'on rentre dans l'adolescence, on devient un accompagnant. Et il est important de le laisser encore plus là se construire. On sait que vers l'adolescence, l'enfant a besoin de se créer une tribu, quelque chose qui le ressemble, ça va le rassurer. On va voir les tatoués vont aller avec les tatoués, les skinheads, si ça existe encore, vont aller avec les skinheads, les BCBG, ce qu'on appelle les bons chics, bons gens, vont se mettre avec les bons chics, bons gens, parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Et ils ont besoin de se construire. Mais la problématique qu'on va retrouver là, à ce niveau-là, c'est que les parents, eux, s'identifient à leurs enfants. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas comme ils le sont, ça veut dire qu'ils dérapent et qu'ils vont rater leur vie. Et c'est là qu'il va être nécessaire de les laisser vivre leur vie tout en les guidant et les accompagnant, encore une fois, pour pas qu'ils tombent dans l'excès. Le danger, de toute façon, dans toute éducation, c'est l'excès. Oui, oh oui, tout à fait. Puis en fait, c'est souvent, moi j'appelle ça le bulletin de parents. Donc, si l'enfant n'est pas comme le parent aurait souhaité, bien là, c'est comme s'il avait échoué aux yeux de la société, aux yeux de leur famille, aux yeux de leurs amis. Puis c'est beaucoup ce qu'on va retrouver beaucoup là, dans les familles, ce fameux sentiment d'incompétence ou d'impuissance ou de culpabilité de ne pas être assez bon. Donc, par exemple, qu'ils reçoivent une note du professeur de leur dire que leur enfant a fait telle chose, c'est inadmissible, inacceptable, puis vous devriez remédier à ça. Bien, tout de suite, le parent, c'est lui, là, c'est à lui qu'il y a l'échec, c'est lui qui n'a pas bien fait. Alors que c'est tout à fait normal que l'enfant se trompe, qu'il fasse des erreurs. Il y a une partie qui appartient à l'école, donc on doit mettre des choses en place pour aider cet enfant-là à mieux évoluer, puis à mieux peut-être gérer ses comportements, ses émotions et tout ça. Et il y a une partie aussi du parent de lui demander aussi de prendre part. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu la situation? Donne-moi ton opinion à toi, donne-moi la version des faits, puis ensemble, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de remédier ou de faire différemment, mais en sachant que notre enfant est en apprentissage. C'est la façon d'emmener les choses. Je pense que là, on pourra réécouter ce que tu as dit. Tu sais, moi, les mots sont importants. Dans l'hypnose, les mots sont très importants. Je pense que l'enfant, il a un résultat. Le résultat, c'est un essai qu'il a fait. Il n'a pas assez travaillé, il a une mauvaise note. C'est son problème. Ce n'est pas le rôle des parents. Il faut que l'enfant il comprenne que tu as une mauvaise note, moi, je m'en décharge. Très souvent, on rentre dans un cercle, dans une règle du jeu. J'ai une mauvaise note, mon père va me dire « Ouais, c'est pas bien, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ?» Et puis, au bout du compte, il n'y aura rien de plus. Donc, ça va être juste des remontrances qui vont durer un petit moment, puis on va passer à autre chose derrière. Si les parents disent « Mais c'est ton problème, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire dans la vie. » À un moment donné, l'enfant, il va se taper un mur. Et il va falloir qu'il passe le pas et qu'il prenne des décisions. Mais la problématique, c'est quand un enfant a une mauvaise note, les parents ont eu la mauvaise note. Ce n'est pas l'enfant qui a eu la mauvaise note. Donc, si l'enfant a une mauvaise note, comme tu le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'ils n'ont pas été dans la capacité d'accompagner leur enfant à avoir une bonne note. Donc, c'est eux qui sont coupables. Quand l'école appelle en disant « On a un problème avec votre enfant, il faudrait que vous y remédiez », ça accuse le parent de ne pas avoir fait son travail. Oui, c'est ça. Donc, ça apporte encore une autre problématique. Et aujourd'hui, on a de la violence au niveau des enseignants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une mauvaise note, ça veut dire que l'enseignant, il n'aime pas mon fils, donc il a une dent contre mon fils, donc je vais régler ça moi, parce que lui, il n'est pas capable de se défendre. Donc, je crois, encore une fois, c'est une question de communication. C'est vraiment important. Oui, d'amener l'enfant à voir aussi la situation, mais que le parent aussi prenne ce qui lui appartient, puis qu'il laisse à l'autre aussi ce qui lui appartient, là. Parce qu'on arrive, on arrive à l'âge, souvent, ces histoires-là, on arrive à l'âge où le côté émotionnel est là, c'est clair, c'est notre chair, c'est notre sang. Moi, on touche un de mes fils, ils sont grands, maintenant 25, 27 ou 28. Waouh, la vache. Mais même aujourd'hui, si on touche un de mes fils, c'est même pas la peine. La violence, c'est rien à côté de ce que je serais capable de lui faire si on fait du mal à un de mes fils aujourd'hui. Donc, on a le côté sang, charnel. Mais par contre, je vais défaire l'émotion des faits. On revient toujours à ça. Et c'est là où le rôle des parents vont changer au niveau de l'enfant. Au début, on est dans l'émotion totale. Il est bébé, c'est notre chair, c'est notre sang, il ne peut pas se défendre, on va le faire. Ouais. Après, on peut aimer notre enfant,
quel que soit l'âge. On va y mettre l'amour, c'est notre enfant. Mais cet amour-là, suivant les faits qui vont se passer, suivant les valeurs des faits qui vont se passer, si c'est contre-valeur, on a beau l'aimer, ce comportement est inacceptable. Toi, je t'aime, mais ce comportement est inacceptable. Et là, on est dans les faits. On enlève l'émotion. Je suis dans le rôle du père. Tu es mon fils, je t'aime. Par contre, mon rôle, éducateur. Donc, à chaque fois, même en tant que père, on a tous ces rôles d'enseignant, de professeur, de mentor, de guide. On a tous ces rôles qui vont amplifier nos obligations. En fait, si on veut que nos enfants puissent aller dans la jungle dehors et se défendre tout seuls quand on ne sera plus là, on a un rôle important à faire. Ouais. Et dans ce rôle aussi, on a le guide, je ne sais pas, on est le coach. Mais un coach, quand vous avez un coach sportif ou autre, ou même en PNL, cette personne-là, elle va vous donner des outils, mais c'est à vous de le faire. Ben oui, c'est à vous à mettre le travail et les efforts derrière aussi. Donc le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du recul, il donne les outils, puis il va lui dire ça t'appartient. Mais quand on est père, c'est difficile. On va voir notre fils tomber 3, 4, 5, 6 fois, ou notre fille, ben on a envie de le mettre debout ou prendre sa place et de le mettre sur notre dos. Ouais, mais quand il a 40 ans, qui c'est qui va le prendre sur le dos? Ben, c'est ça. Ouais. Puis je pense que c'est dans la grosse problématique qu'on a dans notre société présentement. C'est la peur, je pense aussi, qui vient guider le parent aussi. Il y a une certaine peur de ne pas faire comme il faut, de ne pas faire assez pour son enfant, alors que l'enfant doit le réaliser aussi par lui-même. S'il y a une peur ou s'il y a une difficulté, s'il n'est jamais amené à être confronté à cette peur-là ou que le parent ne lui laisse jamais cette opportunité-là, bien, l'enfant ne peut pas le réaliser, ne peut pas non plus l'intégrer aussi. Donc, il ne pourra pas mettre les efforts ou modifier ses actions ou ses comportements parce qu'il n'aura pas été confronté. Il n'aura pas vécu. Ça, je le dis régulièrement, votre enfant doit le vivre s'il veut en retirer un apprentissage, puis éventuellement le modifier pour faire en sorte qu'il se sente bien aussi à l'intérieur de lui. Il n'y a pas de guide pour être parent. Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir des faits. Là, il faut vraiment sortir des émotions quand on veut être parent pour se dire à quelle étape est notre enfant. Quelle est ma responsabilité dans ce qui est en train de se faire? Ouais. Est-ce que c'est ma responsabilité qu'il réussisse une compétition? Est-ce que c'est ma responsabilité qu'il ait une bonne note? Nous, on va, en tant que parent, on va mettre des règles, parce qu'il faut des règles. La famille est un microcosme qui représente la société, parce que si on n'a pas d'éducation dans la famille, à l'extérieur, il n'y aura pas d'éducation. Donc, on va se retrouver confronté à la même chose. Mais à partir de là, on donne. Moi, j'ai élevé mes 2 garçons de la même manière. Ils sont totalement différents. Totalement différents. Ça leur appartient. C'est leur vie. Autant, je peux me faire du souci pour un de mes garçons parce que je me dis, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? C'est son choix. Il est bien dedans. Et puis, à un moment donné, il va y avoir ce déclic et la vie, elle va se faire. Ouais. Et tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il la fasse comme lui, il a envie de la faire et qu'il se sente bien, surtout. C'est ça. Quelle projection on a de la vie. Je donne un exemple. J'ai vu un garçon là, qui a 19 ans aujourd'hui, mais un doué absolument incroyable, père scientifique, mère scientifique, mais ses parents voudraient que lui soit un scientifique. Et lui, c'est une nouvelle génération, 19 ans. Il a des idées, start-up, il est parti dans des trucs pas possibles. Et ses parents disent, je ne peux pas dire à ma famille que mon fils, il a monté une société, il vend des trucs sur Internet. C'est impossible. Donc, c'est là où on se dit, elle est où la perception? Si ça se trouve, avec ça, il réussira même mieux que leur vie à eux. Mais dans la carte du monde, encore une fois, ça pose une problématique. Et là, ça handicape l'enfant. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas son rêve à lui de devenir scientifique. Non, pourtant, il est abominable, ce garçon, tellement il est intelligent. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu entends le neurone taper dans le crâne, tu sais, ça rebondit. Tu sais, le truc avec le bâton, là, avec la bille, comme ça faisait avant, le pivot. Oui, les machines à boules, là, ouais. Et alors lui, on n'entend rien, c'est du solide et c'est complet à l'intérieur. Mais je dis mais parce que mais va effacer les phrases d'avant, dans le sens où si on a quelque chose d'inné à l'intérieur, ça va nous poursuivre toute la vie. Ouais. On va voir des musiciens, des jeunes musiciens qui sont absolument exceptionnels à l'âge de 10, 12, 14 ans. Ses parents ne veulent pas qu'ils fassent de la musique et on va les envoyer faire des études à plus en finir. Donc, ils vont rentrer, ils vont être malheureux. Et puis, vers l'âge de 30, 35 ans, ils disent non, moi, c'est la musique, ou 28 ans. Et ils vont s'y mettre, mais ça sera peut-être des fois trop tard. Ça ne les empêchera pas de travailler, de devenir des super musiciens, mais tout ce don inné va finir par nous rattraper.
Et toi, comme moi, à l'âge de 30 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire et Oui, on se relance dans d'autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute, prendre le rôle de l'ouverture de la perception qu'on peut avoir. Vous n'aimez pas l'opéra? Allez un soir à l'opéra avec vos enfants. Même si vous, ben, vous allez vous demander ce qu'ils sont en train de crier sur scène ou prendre du plaisir à ce qu'ils sont en train de faire sur scène, votre enfant, lui, va avoir une nouvelle perception, il saura de quoi il parle et faire des liens avec vos connaissances. Plus on va offrir des possibilités à nos enfants, ouais, plus ils vont avoir des capacités d'adaptation et de choix par la suite. Ça fait partie du rôle, encore. Le guide, là, on a un guide touristique. ouais, effectivement. Puis il y a certains enfants qui vont prendre le rôle justement du Ah, parent aussi. Donc le parent devient comme plus, il est plus vu comme l'ami ou un parent moins solide en fait. Là. Donc l'enfant, par survie, souvent on va le voir, il va prendre le rôle du parent et c'est lui qui va tout contrôler, tout décider dans la maison aussi. Parce que le parent va avoir peur de mettre un cadre pensant qu'il va restreindre son enfant ou qu'il va le brimer. Ou à l'inverse, on va avoir le parent très, très, très autoritaire, que l'enfant a peu de place pour s'exprimer aussi. Donc, l'enfant, son rôle est vraiment diminué à c'est cet très âge. compliqué, ça. Ça, c'est très Ouais. compliqué. L'enfant qui prend le rôle du parent, à un moment donné, dans la vie, ça le rattrape. Il n'a Mm-mm. pas vécu sa jeunesse, il n'a pas vécu cette naïveté. Ouais. Et on est sur Terre pour prendre du plaisir, mais on n'a plus le droit de prendre du plaisir parce que notre rôle, c'est d'être responsable. Ouais. Ça devient une vraie problématique, ça, à ce niveau-là. Et puis, comme tu dis, après, le parent copain. J'ai rien contre le parent copain. Hein, et souvent, ils disent, ouais, c'est pas ma mère, c'est ma copine. Ou la mère qui dit, c'est comme si on était deux copines. À un moment donné, ça peut pas marcher. Parce que le parent, à un moment donné, il va avoir des faiblesses. Et c'est normal, c'est la vie, on a des hauts et des bas. Et l'enfant, soit ça va le tirer vers le bas, soit il va prendre le rôle du parent. Et dès que le parent va aller mieux, il ne va pas comprendre. Parce Mm-mm. que là, il va y avoir un conflit. On n'est plus dans la même chose. Donc, rôle parent-copain, c'est compliqué. C'est un rôle qui est très compliqué. Ça peut durer à certains moments, hein, dans des partages, dans une découverte. À 50 ans, on va sortir avec sa fille de 30 ans, elle va nous montrer des trucs, on va découvrir. C'est elle qui nous enseigne les nouveaux trucs, là, TikTok, pataquès et miaou miaou. On va être le copain. Mais après, il faut reprendre son rôle. Je pense que c'est important. Et ça va nous ramener dans quoi? Et encore dans cette boucle de l'évolution de Darwin. C'est-à-dire qu'au départ, on s'occupe de notre bébé, on va le protéger pour qu'il soit serein. Ensuite, on va l'éduquer, on va devenir son guide, on va l'accompagner sans prendre ses responsabilités, et puis on va être le guide toute sa vie. Puis quand nous, on vieillit en tant que parents, à un moment donné, eh ben, nous allons devenir les enfants de nos enfants. Ouais. Parce qu'il va y avoir une régression de notre côté, peut-être de règles du jeu social. On va avoir besoin, là je vois, avant nous à l'époque c'était les magnétoscopes, ça n'existe plus, mais mon père c'est nous qui réglions les magnétoscopes, il ne savait plus. Euh, Oui. Après il va falloir régler, je ne sais pas, les abonnements Internet, faire attention, on va protéger le parent, et puis on va se rendre compte qu'on va faire des suivis médicaux pour lui, on va l'accompagner, il va falloir le rassurer, donc on va repartir de l'autre côté, on va l'éduquer. Il faut être à l'heure, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire à notre époque qu'ils pouvaient dire à l'époque. Et Ouais. puis, on va se rendre compte que ils ont envie de se faire du bien, du besoin. Je vais donner un exemple. Mon grand-père est mort il y a 10 ans. Il avait 87 ans. Quand on a débarrassé sa chambre, on a trouvé des paquets de gâteaux qu'il cachait dans son placard. Oui. Parce qu'il habitait il y avait ses petits-enfants, donc ils avaient chacun une aile de la maison, mais il ne voulait pas que ses petits-enfants mangent ses gâteaux. Donc, il les cachait dans son placard. Donc, on retrouve le côté enfantin. Ouais. Et Oui. en pire, s'il y a maladie ou autre derrière, malheureusement, on vit ça, on va s'occuper de nos parents comme on s'occupait de nos enfants. C'est la vie. C'est la Ouais. vie. Donc, on change de rôle, mais là, on a appris. C'est-à-dire qu'on devient l'enfant, on a compris, on rentre dans le rôle de l'accompagnant, mais c'est pas le rôle de s'occuper de ses parents, c'est pas notre rôle de nous occuper de nos parents. On va le faire parce que c'est le cœur, on a inversé les choses. Il y a Oui. certaines choses qu'on ne peut pas faire, qu'il faut déléguer. Un enfant ne devrait pas faire certaines choses pour s'occuper de ses parents. À un OK. moment donné, il faut déléguer. Ce Ouais. n'est pas le rôle de l'enfant de le faire, mais on a compris ce qu'ils ont fait pour nous et ce qu'on peut faire pour eux. Et je pense que la vie, elle est tout simplement là. C'est ça le cœur et l'humanité. Ouais. Mais je pense que c'est bien fait aussi. Mm. Effectivement. Quand on grandit, on comprend, comme tu dis, que ce que nos parents ont fait pour nous. Et c'est juste un retour des choses, je crois, lorsqu'on est bien aussi avec nos parents, on veut qu'ils soient bien, on veut que
le reste de leur vie, qu'ils soient bien aussi, qu'ils soient en sécurité, encore une fois. Tout comme le parent veut que son enfant soit en sécurité quand il est petit. Je pense qu'on souhaite la même chose aussi pour nos parents. En fait. Ouais. Dès que ça devient une obligation de le faire, il faut trouver des solutions. Je pense que c'est très important. On sort peut-être un petit peu de ce qu'on voulait dire, mais je pense que c'est important. C'est que dès que on ressent l'obligation de devoir s'occuper de ses parents, c'est pas normal. Si on s'occupe de ses parents, c'est pas pour rendre ce qu'ils nous ont donné. On est au-delà de tout ça. On s'occupe de ses parents, c'est l'émotion, c'est plus les faits. Dès que ça devient des faits, il faut trouver des solutions pour tout moment qu'on va passer avec eux, ça soit des vrais moments. Oui, c'est normal. Okay. Dès que ça devient des obligations, c'est terrible. C'est terrible. Ben, le cœur n'est pas là souvent quand c'est des obligations. Oui, puis ça entraîne d'autres problématiques derrière. Oui, effectivement. Alors que, ben, si je prends juste moi avec mon papa là, qui présentement vit une difficulté, ben, je suis là pour l'accompagner. Là, avec la COVID, c'est un peu plus difficile. Mais reste que je ne le fais pas par obligation. Je le fais parce que j'aime mon papa de tout mon cœur et que je vais toujours être là pour lui. Même chose avec ma maman quand elle est malade. Je vais tout faire pour prendre soin d'elle, pour qu'elle soit bien. C'est pas parce que je suis la seule. C'est une obligation, mais c'est une obligation avec cœur, en fait. C'est pas parce que je me sens... pas parce que... Oui, j'ai pas le choix, mais j'ai le choix en même temps. Mais je le fais par cœur. Voilà. Ouais. C'est ce qui est le plus important. Oui, oh, oui, tout à fait. Et encore une fois, c'était très intéressant, Emmanuel. Écoute, pour résumer, en fait, il n'y a pas de règle pour éduquer ses enfants. Non. Le but, c'est d'écouter son cœur, pas toujours écouter ses copines. Tu devrais faire ci, non, tu devrais faire ça. Non, écoutez votre cœur, comment vous avez envie de le faire. Votre bébé ne parle pas, écoutez, qu'est-ce que vous ressentez. S'il pleure, c'est qu'il y a une raison. Soit il a faim, soit il est irrité, soit les fesses irritées, soit… Écoutez, s'il pleure la nuit, qu'il faut que vous le preniez quelque temps avec vous pour qu'il s'endorme, prenez-le. Hein. Arrêtez de « non, il faut qu'il dorme dans sa chambre tout le temps, ça va vous handicaper ». Non, il y a une période, si ça dure 2 ans, oui, il y a un problème. Mais écoutez votre cœur. Il n'y a pas de règle pour éduquer son enfant. La seule règle, ce sont vos valeurs et lui donner la possibilité de se construire. C'est les seules règles qui existent. Ne soyez jamais dans l'excès parce qu'automatiquement, dans l'excès, on a un déséquilibre qui va s'installer. Et puis, donner de l'amour, tout simplement. Et laisser votre enfant se faire mal, c'est lui donner de l'amour aussi. Oui, oui, c'est lui montrer la réalité des choses aussi, parce que la vie, c'est pas des licornes et des arcs-en-ciel. Donc, ah bon? Oui. Ah, non. Désolée, Emmanuel. C'est comme si je venais d'apprendre que le Père Noël n'existait pas, là. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ah non, le Père Noël existe, par contre. Les licornes et les arcs-en-ciel, non. Mais écoutez sa petite voix intérieure, ça, je le dis régulièrement à mes parents. C'est vous qui êtes l'expert de votre bébé. C'est vous qui connaissez votre enfant. Donc, allez-y avec votre cœur. Écoutez votre petite voix. Faites-vous confiance. Je crois que c'est là aussi. Hein. On a besoin de se faire confiance en nos capacités. On est là, on est leurs parents. Il faut qu'ils soient en sécurité intérieure, émotionnelle, mais on doit s'écouter avant tout. Si ça griche à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, d'aller voir et ensuite de se mettre en action. Et puis, s'autoriser à se dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Parce que souvent, j'entends des parents qui disent « c'est de ma faute, si j'avais su ». Ouais, mais si j'avais su, avec des si, on mettrait Paris en conserve. Donc, il n'y a pas de si j'avais su. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Et puis, être parent, on sait toujours qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est un apprentissage constant. Ouais. De se permettre l'erreur, de se donner le droit à l'erreur, puis de leur dire tout simplement. Et en plus, on leur donne le bon exemple. Hein? On est des modèles pour eux. Donc, l'enfant va apprendre énormément, même à l'intérieur de nos propres erreurs. Exact. Merci encore une fois, Emmanuel. Toujours un plaisir d'être avec toi. Grand plaisir. Donc, pour les gens qui veulent aller sur emmanuel.com, aller sur Reconnexion humaine aussi. Hein? C'est un super de beau groupe que les gens peuvent aller. Tu fais plein de lives aussi à l'intérieur de ça. Donc, allez-y, c'est là pour vous. Merci. Et pour moi, lrcoachingfamilial.ca. Donc, on se retrouve très bientôt. Merci, Emmanuel. Merci, je partage ça sur Reconnexion humaine sur Facebook.
Oui, merci beaucoup. Une excellente fin de journée à toi. Bye bye. Au revoir.